Quand on parle aujourd'hui de la signature d'un accord Mercosur, moi ma première réflexion c'est pas le tonnage de viande, savoir la quantité de viande qui vient, mais c'est d'abord surtout quel message politique l'Europe veut donner à nos éleveurs français. Et moi je me sens concerné par ça. Soit elle continue de choisir de défendre un modèle d'élevage comme le mien, voilà, avec la taille qu'il a, avec mon système herbager, soit elle me dit ce qu'on souhaite demain c'est que les éleveurs soient dans le schéma du commerce et non dans le schéma de la compétitivité. Et là par contre c'est du gigantisme, quoi. On n'est plus du tout sur les mêmes modèles. Je suis éleveur à Mauriac, dans le Cantal. J'ai 60 vaches, c'est à peu près la taille moyenne d'un élevage justement en France. Donc avec une production de viande. Toutes mes génisses soit servent au renouvellement de mes vaches, ou alors elles sont engraissées et commercialisées localement avec un magasin ici à Mauriac. Et mes petits mâles partent justement dans des centres d'engraissement, soit en France, soit en Italie. Voilà. Donc c'est la production classique. Là, il y a les broutards qui vont partir bientôt, les petites génisses d'un an de renouvellement, et puis il y a justement au fond là, des génisses de boucherie. Pour l'instant, tout le reste est dans les prés. On a eu une météo qui était clémente, donc elles sont encore dehors. On parle souvent en vaches quand on parle entre nous, entre éleveurs. Donc moi j'ai 60 vaches et on a 62 hectares de prairies naturelles du Cantal. Donc on est sur un système vraiment basé sur la valorisation de l'herbe. Notre objectif c'est d'être autonome. Donc là le foin qui est derrière moi, ça c'est du foin qui a été produit sur ma ferme et tous les ans c'est pareil. 95% de l'alimentation de mon troupeau c'est de l'herbe. 5% c'est de la céréale, ça leur permet de mettre un peu plus de persillé, un petit peu plus de gras. C'est un mélange de céréales où on retrouve à la fois des différentes sources de protéines, de l'énergie. Et je la distribue justement à mes animaux que j'engraisse. Vous voyez ce que c'est l'image d'un parc d'engraissement dans une ferme française? C'est cet espace. Là, il y en a 4, souvent il y en a plutôt 6. Quand c'est en période, plutôt une saison clémente au niveau du climat, elles viennent toujours manger du foin sec ici, les céréales que je leur distribue ici. Mais par contre, elles continuent d'aller pâturer autour de mon bâtiment, sur les parcelles qui sont autour de mon bâtiment. C'est ça ma conception de l'engraissement et c'est comme ça qu'on le pratique sur ma ferme. Quand on parle d'engraissement au Brésil, ce que vous voyez là, ça n'existe pas. C'est des parcs d'engraissement où en fait elles sont plutôt sur de la terre parce que le piétinement, la densité des animaux a fait qu'il n'y a plus d'herbe. Moi je vous ai dit que là il y en avait 4, globalement c'est 6. Quand on est un engraisseur brésilien, c'est en dizaines de milliers d'animaux qu'on raisonne. C'est-à-dire qu'on achète son alimentation. Et il y a un camion qui passe sur la route et qui alimente les troupeaux. Donc on est essentiellement sur des rations très énergétiques et très chargées en protéines, juste de la céréale. Moi j'adore distribuer l'alimentation l'hiver, comme ça à mes animaux, distribuer mon foin. Et après prendre le temps de les regarder comme ça, la manger du foin à pleine gueule. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'éleveurs au Brésil qui prennent le temps d'apprécier ça. On a du mal à s'imaginer qu'on veut nous mettre en concurrence avec des gens qui ont cet autre rapport à l'animal. On parle beaucoup des antibiotiques. La gestion des antibiotiques sur un élevage français, en fait, ça se fait de la façon suivante. Par exemple, si je prends cet animal-là, donc c'est une fille de Lombarde, parce que moi, toutes les vaches ont un nom chez moi, parce qu'elle a une maladie, elle a une pathologie, un problème pulmonaire, je suis obligé justement d'intervenir. Donc là, moi, il y a le vétérinaire qui va me dire, cette génisse a un problème pulmonaire, je te prescris tel antibiotique pendant tant de jours. Donc j'ai une ordonnance avec le numéro de l'animal, le produit utilisé. Sur cette ordonnance, on retrouve le délai d'attente. En fait, ce temps, il sert justement à s'assurer qu'il n'y ait plus aucune trace d'antibiotiques dans la viande que consommerait n'importe quel consommateur demain. Ça fait partie justement de la procédure. En France, on peut garantir qu'on ne mange pas de viande de bœuf français contenant des antibiotiques. L'usage des antibiotiques au Brésil est complètement différent de chez nous. L'antibiotique, c'est un activateur de croissance. En fait, les animaux sont en permanence sous antibiotiques pour garder un pic de forme et être hyper performant sur l'engraissement au travers des viandes consommées, y compris sur l'humain et sur la santé humaine. Quand on consomme ces viandes chargées en antibiotiques, il y a tout le phénomène d'antibiorésistance qui se met en place. J'ai une application où j'ai tout mon cheptel. Je reviens sur l'animal avec son numéro d'identification, 3400. Et là, je peux faire une intervention. Donc là, l'animal n'est pas malade, je ne vais pas vous la faire. Et ça, c'est enregistré dans un fichier national, ce qui permet justement de tracer aussi, de remonter à l'animal. En France, la traçabilité, elle se fait dès la naissance. Dès que cet animal est né, moi, j'ai déclaré sa date de naissance. C'est-à-dire que je boucle l'animal, je pose la boucle orange avec son numéro sur chaque oreille. Je déclare sur ma base la naissance de cet animal. Et donc après, je reçois justement la carte d'identité de cette génisse. Et c'est ce qui permet justement de tout tracer, y compris de tracer l'utilisation des antibiotiques. Au Brésil, c'est pas du tout comme ça. Les animaux naissent dans des exploitations
Et là, il y a zéro identification. Ils sont seulement identifiés sur la dernière exploitation dans laquelle ils rentrent, c'est-à-dire sur ce centre d'engraissement, ce feedlot. Donc là, à ce moment-là, on identifie l'animal, ce qui veut dire qu'on ne sait rien de ce qui s'est passé, d'où vient l'animal, de ce qui s'est passé dans les conditions même d'élevage de l'animal avant d'arriver sur ce centre d'engraissement. La philosophie de mon métier, moi, voilà, c'était de m'occuper de mes animaux. Je suis très attaché à mon troupeau. Je suis certes quelqu'un qui produit et je l'assume complètement, mais pour produire, j'ai certains idéaux, connaître mes animaux, les suivre, faire en sorte qu'ils soient toujours en bonne santé, parce que c'est aussi une condition de réussite de mon engraissement. Bien les alimenter avec des produits que je connais, que je maîtrise. Il y a un choix de céréales non OGM, de qualité, et derrière sortir justement une viande de qualité et avoir aussi cette satisfaction du retour des consommateurs sur la qualité de la viande que j'ai produite. Donc ça, c'est ma philosophie. L'éleveur brésilien, si vous le retrouvez dans sa ferme, il aura été convoqué, et c'est souvent plutôt un apporteur de capital et il a des salariés qui font le travail. Et il a une approche qui est essentiellement basée que sur la partie business de son métier. Et tout ce qui lui permettra de gagner encore mieux sa vie dans la production, il va le mettre en place parce que c'est son objectif premier. Ça donne des modèles qui sont complètement différents. Quand on réfléchit à l'agriculture au Brésil, déjà la première réflexion c'est de se dire qu'il faut qu'on aille récupérer des terres. Et on récupère justement des terres sur la forêt amazonienne. On amène des troupeaux pour faire retravailler les sols. Donc ça c'est ce qu'on appelle le front pionnier, c'est celui qui déforeste. Et ensuite l'objectif derrière c'est pas de s'arrêter à l'élevage. L'élevage va continuer lui de progresser dans la forêt amazonienne et derrière arrive le soja et toutes les cultures végétales qui là aussi ne respectent aucune des conditions de production qu'on peut avoir chez nous en France avec des produits qui sont interdits, qui sont encore utilisés là-bas. On est sur des schémas très intensifs. On est sur plutôt une décapitalisation du cheptel. On a le cheptel de vaches qui diminue. On a perdu 1 million de vaches sur les 10 dernières années en France. On a un discours sur manger moins mais mieux de viande qui s'installe. Nous, on continue de travailler pour répondre justement à cette évolution de consommation, à répondre à ce besoin de viande de qualité. Et dans un même temps, on aurait une orientation européenne qui nous dit qu'il faut qu'on ouvre notre marché à encore plus de viande venant du Mercosur. Ça manque de bon sens tout ça, ça manque juste de vraies réflexions politiques. Le modèle d'élevage, il a aussi d'autres vertus que la simple production de lait et de viande. Derrière moi, c'est la ville de Mauriac. Donc c'est une sous-préfecture du Cantal. Une commune comme Mauriac, ce n'est pas une très très grande commune. Vous avez 20 agriculteurs actifs, 20 fermes. C'est autant d'activités aussi que ça génère. Vous avez du coup un cabinet vétérinaire à proximité, vous avez des marchands de machines agricoles, vous avez des services de comptabilité, vous avez aussi une présence de l'administration. Finalement, cette densité qu'on a d'élevage sur le territoire, sur nos territoires ruraux, c'est un peu le socle de base socio-économique de nos territoires. Et ça aussi, dans la réflexion d'une signature d'un accord comme l'accord avec le Mercosur, c'est une dimension très importante qui doit aussi être prise en considération.